Nous sommes en guerre. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Eh bien voilà, si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance avec Nicolas Mirkovic. Aujourd'hui, dans ce 7e épisode déjà de Un autre regard. Nicolas, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, pas mal du tout. Comment vas-tu, Alexis? Oui, ça va très bien. Alors, East Coast, West Coast, tu me le faisais remarquer, de Lyon à Los Angeles, une émission pour parler d'un autre Nicolas, Nicolas Maduro, qui lui va beaucoup moins bien que toi, hein. Actuellement, il vit une période sous pression puisque Donald Trump, c'est un petit peu le titre de cette émission, vous le voyez sur la vignette, s'est peut-être mis en tête de faire du Venezuela un 51e État des États-Unis d'Amérique. Alors, il cherche désespérément son 51e État. N'oublions pas que ça n'était pas du tout dans son programme électoral. Et une fois élu, il avait jeté son dévolu d'abord sur le Groenland, ensuite le Canada, puis le Panama, et puis il descend de plus en plus vers le sud. Et là, aujourd'hui, on a le Venezuela qui est clairement en ligne de mire. Alors, ce n'est pas la première fois. L'histoire de la relation entre Caracas et Washington est tout sauf une histoire d'amour depuis la révolution bolivarienne de la fin des années 90, et cette frustration, cet énervement qu'exprime l'État profond et on va dire les oligarques américains de voir une partie de l'Amérique latine lui échapper. N'oublions pas que depuis 1823, avec la doctrine Monroe, le président américain avait décrété que les Amériques globalement étaient la chasse gardée des États-Unis et qu'il ne faudrait surtout pas voir des Européens y revenir, étendre leur sphère d'influence. C'était plus ou moins un statu quo. On sait que les années post-Seconde Guerre mondiale ont été très compliquées. Et les Américains, après la grande crise de la dette qu'il y a eu en Amérique latine, croyaient avoir enfin mis sous sa botte définitivement les Américains du Sud. Et ce n'est pas le cas. Et là, on voit très clairement que Trump ne ménage pas ses efforts, que son entourage a des propos extrêmement violents. C'est très inquiétant et que les perspectives d'une guerre ou d'une opération de déstabilisation du Venezuela d'une nouvelle ampleur sont tout à fait plausibles dans les prochains jours, si ce n'est les prochaines heures. Alors justement, tu parlais de déstabilisation. Alors déstabilisation pour qui, pourquoi? Eh bien là, c'est tout trouvé. On a une personne, en l'occurrence Maria Corina Machado, qui est l'opposante numéro 1, qui vient justement de recevoir le titre de prix Nobel de la paix à la place, en nom et à la place de Donald Trump, qui lui l'espérait véritablement, ce prix Nobel de la paix. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette personne, Machado? Qui est-elle? D'où sort-elle? Est-elle si éloignée finalement des États-Unis? Alors, d'abord, un petit mot sur le prix Nobel de la paix. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont gagné des prix Nobel dans d'autres matières qui sont vraiment des brillants scientifiques ou des brillants littéraires, mais le prix Nobel de la paix est clairement un instrument de propagande atlantiste. Si on se souvient que l'Union européenne a gagné ce prix Nobel, que Barack Obama, Kissinger, des personnes qui ont encouragé des guerres, qui ont participé à des bombardements, des renversements de régime, ont gagné ce prix. Ce prix n'a plus aucun ne vaut rien, très clairement. Et Maria Corina Machado est une personne qui a été, elle vient on va dire, de la droite, si ça veut encore dire quelque chose, très libérale, vénézuélienne. Elle a vécu avec de l'argent qui vient des États-Unis. Elle est dans le camp, elle a travaillé dans des associations qui ont été financées par l'USAID, par des associations qui sont financées par le gouvernement américain. Elle est très clairement instrumentalisée par les États-Unis. Et aujourd'hui, elle fait figure de proue de la femme d'opposition idéale contre Nicolas Maduro. N'oublions pas qu'en 2019, les atlantistes avaient déjà trouvé leur homme lige à l'époque dans Juan Guaido, qu'ils avaient même osé nommer président. Donc n'oublions pas qu'on parle de dictateur quand on parle de Hugo Chavez, de Nicolas Maduro, mais ces deux hommes ont gagné des élections. Donc ils ont gagné des élections démocratiquement. Maduro gagne les élections, je pense que c'est en 2019. Et nous avons Guaido qui dit que c'est lui. Évidemment, comme Guaido est dans ces mouvements stipendiés financés par les États-Unis et les atlantistes, eh bien vous avez une partie du monde occidental qui a reconnu, l'Union européenne reconnaissait Guaido, qui avait perdu dans les urnes d'après
le comité électoral vénézuélien, il le nommait président, il le reconnaissait comme président. Et puis ça fait pchit, au bout de quelques années, parce que plus personne ne reconnaissait Juan Guaidó comme le président du Venezuela, c'était Nicolás Maduro qui était reconnu comme président. Et donc il fallait trouver quelqu'un de nouveau, quelqu'un de différent. Et comme par hasard, nous avons sorti de la corbeille une des nombreuses personnalités dont les atlantistes peuvent se saisir au moment où ils veulent faire une révolution de couleur ou alors renverser un gouvernement. Eh bien, en l'occurrence, ils ont choisi María Corina Machado, qu'ils essaient de propulser comme la nouvelle, le nouveau président, le prochain président, ou même pas président, hein, peut-être dictateur, hein, parce que si jamais il y a un coup d'État, elle ne pourrait pas se targuer d'être président au Venezuela. Et n'oublions pas que si on regarde un peu donc ce pédigré, association, organisme toujours financé par des atlantistes, quand elle a eu son prix Nobel de la paix, elle a fait une interview avec la BBC où elle dit, c'est quand même le comble pour le prix Nobel de la paix, qu'elle espère que les États-Unis vont venir libérer le Venezuela. Donc vous avez un prix Nobel de la paix qui espère qu'un autre pays va venir l'envahir pour qu'éventuellement, elle ne le dit pas comme ça, mais qu'elle devienne la nouvelle présidente ou que l'opposition prenne le pouvoir au Venezuela sans même demander son opinion aux Vénézuéliens eux-mêmes qui ont peut-être leur mot à dire dans cette situation. Alors, justement, qu'est-ce que l'on reproche côté américain à Maduro et au Venezuela? Officiellement, alors je fais une petite... je me suis amusé l'autre jour avec une intelligence artificielle qui montre quand même les limites de l'intelligence artificielle, mais aussi les petites bonnes surprises. J'ai posé cette question à Grok. J'ai dit, qu'est-ce que le Venezuela a fait aux États-Unis ? Et Grok me répond, alors, le Venezuela n'a rien fait directement contre les États-Unis, ni en ingérence, ni militairement, mais le Venezuela ne respecte pas la démocratie, les droits de l'homme, ça gêne la stabilité, ça gêne la stabilité de la région et donc du coup les intérêts des Américains. Donc on est d'accord que les Vénézuéliens n'ont rien fait. Non, ils n'ont rien fait, mais ils ne respectent pas la démocratie. Donc j'ai dit, mais Grok, est-ce que l'Arabie Saoudite respecte la démocratie ? Non, l'Arabie Saoudite ne respecte pas la démocratie. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le même... Est-ce que les États-Unis ne menacent pas de bombarder ou d'attaquer l'Arabie Saoudite ? L'Arabie Saoudite défend les intérêts, me dit Grok, défend les intérêts des Américains et maintient la stabilité dans la région. Donc j'ai dit, l'Arabie Saoudite défend les intérêts des Américains, c'est donc ça le véritable sujet. Grok me dit oui, je dis, ça n'a rien à voir avec la démocratie ou la défense des droits de l'homme. Et Grok me dit oui, vous avez raison, ça n'a rien à voir avec la défense de la démocratie et des droits de l'homme. Alors c'est une anecdote, mais c'est exactement ça. Les États-Unis veulent contrôler les régions. Ça, je le dis à chaque fois, c'est ce que j'ai écrit. J'ai écrit un livre sur le sujet. Ils veulent contrôler les régions pour deux raisons, pour faire main basse sur les ressources naturelles et garder les marchés pour exporter leurs biens. Comprenez ? Qu'est-ce qui intéresse les Américains au Venezuela ? Le sous-sol. Le Venezuela est le pays qui a des réserves de pétrole les plus importants connus du monde. Alors c'est un pétrole un peu lourd, pas d'aussi bonne qualité que celui qu'on peut trouver au Moyen-Orient notamment, mais il intéresse énormément les États-Unis. Il y a de l'or, il y a du cuivre, il y a beaucoup de ressources naturelles au Venezuela. Et le fait que ces ressources échappent aux Américains, comme ces ressources sont un levier géopolitique, évidemment, vous avez besoin de ces ressources pour faire travailler votre économie. Et bien, quand les Vénézuéliens vendent ou travaillent avec les Chinois, avec les Iraniens, avec d'autres pays, et bien évidemment, cela contrecarre les projets géopolitiques américains. Les Américains aimeraient faire main basse dessus, comme ils le faisaient avant la révolution bolivarienne, où l'élite vénézuélienne était main dans la main en train de signer des contrats avec les Américains. D'ailleurs, c'était les Américains qui exploitaient des sociétés américaines, plus Shell, qui exploitaient ces puits de pétrole. C'est ce qui intéresse les Américains. Les Américains ne se sont jamais déplacés, n'ont jamais été intéressés par la défense des droits de l'homme ou de la démocratie. Sinon, il n'y aurait plus un seul pays debout, notamment en Afrique, en Asie et peut-être même en Europe aujourd'hui, si c'était vraiment leur sujet. Ce qui les intéresse, c'est le sous-sol. C'est pour ça qu'ils ont fait la guerre contre l'Irak. C'est pour ça qu'ils ont fait la guerre contre la Libye, qui est en train de se débrouiller très bien sans l'aide des atlantistes. Et c'est ce qui motive Donald Trump aujourd'hui. Et c'est particulièrement grave parce que ce qu'on ne dit pas, et ça, je pense que c'est extrêmement important de le souligner, c'est que le Venezuela est dans une situation qui est difficile aujourd'hui. C'est un pays qui est pauvre, alors qui est très riche. C'est un peu comme le Congo. Le Venezuela, c'est le Congo de l'Amérique latine. Le sous-sol est extrêmement riche, mais le Venezuela souffre de sanctions terribles imposées de manière complètement inique par les États-Unis pour aucune raison. Ça devrait être complètement illégal. C'est-à-dire que les Vénézuéliens ont un espèce d'embargo, de blocus contre eux, qui les empêche d'importer
les biens de première nécessité pour faire survivre tout simplement la population. On leur a bloqué les accès aux banques, donc les Vénézuéliens n'ont pas une économie comme les autres. Ce n'est pas de la faute de la politique de Maduro. Je ne dis pas que tout est parfait dans sa politique, mais je dis que si on ne voit pas cette pression monumentale, cette oppression, devrait-on dire, de la part des États-Unis contre les Vénézuéliens, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Donc, évidemment, la population est appauvrie malgré cette richesse. C'est cynique parce qu'ils ont tout sous leurs pieds pour être un pays prospère, pour être un pays stable, pour être un pays heureux. Et à cause de cette politique d'ingérence américaine, cette politique que j'estime devrait être complètement illégale, on ne peut pas appliquer ces sanctions-là. Les Vénézuéliens n'ont rien fait du tout aux Américains. Ils souffrent de ces sanctions pour la simple et bonne raison que les Américains sont frustrés de ne pas faire main basse sur le pétrole et les richesses du Venezuela. Et aujourd'hui, on voit bien que Trump en parle de plus en plus souvent. Il veut mettre le Venezuela dans sa zone d'influence. Et ces derniers jours, illégalement, il a bombardé des bateaux. Alors, vous savez, les Américains ne disent jamais qu'ils vont aller se battre pour les ressources naturelles. Alors, c'est soit pour la démocratie, soit pour les droits de l'homme. Et là, maintenant, on va dire le nouveau dada à Washington, c'est les narcoterroristes. D'accord ? Donc, alors c'est assez loquace, hein, parce que le narcoterrorisme, quand on connaît le rôle des États-Unis dans la distribution de drogue dans le monde entier et comment est-ce que la CIA s'est servie des trafics de drogue pour financer des opérations sous couvert, je vous invite à lire un excellent livre de Gary Webb, qui est un journaliste très connu, qui a démontré dans les années 80 comment est-ce que les États-Unis s'étaient clairement mêlés, étaient clairement en train de travailler main dans la main avec des trafiquants d'Amérique latine et avec l'argent qui récupérait et finançait les opérations de déstabilisation d'autres pays. Donc, les voir venir en Amérique latine aujourd'hui, Amérique du Sud, pardon, et dire qu'ils veulent lutter contre le trafic de drogue est quand même quelque chose d'assez risible et pas du tout crédible. Et donc, des bateaux, on a vu ces dernières semaines, ont été détruits par l'armée américaine de manière complètement illégale. Et Trump dit que c'était des trafiquants, mais on n'en sait rien. On n'en sait absolument rien. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces bateaux? Est-ce qu'ils ont trouvé, où sont les preuves de trafic? Et normalement, si on est un état de droit, on appréhende les personnes, on les juge, et ensuite on décide si elles sont coupables ou pas. Et normalement, et je pense que même aux États-Unis, ce type de trafic n'est même pas passable de la peine de mort. C'est-à-dire que, en tout cas, les juges décident de la peine si ces personnes sont coupables. Elles ont été jugées coupables sans aucune forme de jugement. C'est illégal, c'est extrêmement dangereux, c'est des précédents qui risquent, qui sont extrêmement perturbants parce que les Américains, de nouveau, se mettent à utiliser, ils n'ont jamais vraiment arrêté, hein, c'est ça la triste réalité, à bombarder de manière complètement aveugle des personnes. Et on nous vend dans nos médias que c'était contre les narcoterroristes, et alors qu'on ne sait même pas qui c'était, ce qu'ils transportaient. Alors, c'est troublant. C'est vrai qu'on va pas pleurer non plus pour des narcotrafiquants, Nicolas, soyons tout à fait honnêtes. Avant de revenir sur justement ce troisième point, en fait, qui est un petit peu le guide directeur de cette émission, qu'est-ce que Maduro fait concrètement? Est-ce qu'il est justement dans le combat contre les narcotrafiquants, ou est-ce que effectivement, comme le sous-entend Trump, il ne fait rien, ou même il collaborerait? Voilà, c'est des choses qu'on va peut-être aborder. Tu as parlé de plusieurs livres. Alors, le premier, Charité bien ordonnée, commence toujours par soi-même, c'est le tien. Hein, c'est le tien, l'Amérique Empire. On en parle régulièrement sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez toujours pas lu, ce qui est une erreur, là, je vous engage vivement à corriger cette erreur, à aller trouver sur Internet ou dans vos librairies l'Amérique Empire. Ça a été édité il y a quelques années, Nicolas, mais c'est toujours autant d'actualité. C'est incroyable, hein, ton livre, finalement, est intemporel. Oui. Hélas, je préférais que ça se termine, j'aurais préféré que ça se termine et ça se poursuit. Vous savez, les États-Unis, depuis leur création, se sont toujours même eux identifiés comme un État impérial. Il n'y a quasiment qu'en Europe où on ferme les yeux, on pense qu'ils se battent encore pour la démocratie, pour les droits de l'homme. Les États-Unis n'ont jamais fait ça. S'ils le faisaient, ça se saurait. Le deuxième livre, tu nous en as parlé dans cette émission, eh bien on l'affiche en direct, c'est Dark Alliance de Gary Webb. Effectivement, c'est un livre qui traite effectivement de la question d'une éventuellement collaboration entre la CIA et les cartels de drogue. Voilà, l'implication de ces cartels de drogue dans le développement économique des opérations clandestines de la CIA, etc., etc., etc.
Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce livre, Nicolas? Ouais, il écrit, je dirais, je sais même pas, enfin, c'est prouvé, il a gagné un prix Pulitzer pour ce livre, si je dis pas de bêtises. C'est prouvé, là, on n'est plus du tout dans le domaine du complot. On sait très bien que les États-Unis ont mené ce type de campagne. Ils ont travaillé avec des personnes comme Noriega, qui, pendant qu'il était utilisé dans les trafics de drogue, ne leur posait aucun problème. Et dès qu'ils voulaient montrer un petit peu de la volonté d'être souverain, eh bien, les Américains l'ont dégommé par le père Bush. Il y a de nombreux États, la Colombie, et qui est un autre État qui est dans le collimateur des États-Unis aujourd'hui, qui est un exportateur, là pour le coup historique, de cocaïne. À l'époque, il y a encore quelques années, avant le prédécesseur de l'actuel président, était très proche des États-Unis. La Colombie exportait beaucoup de cocaïne et les États-Unis n'ont rien fait. Et je tiens à rappeler que le Venezuela est un tout petit exportateur de drogue. Il est peut-être pas aux États-Unis par rapport au Mexique. Le grand fournisseur de drogue aux États-Unis, en dehors des États-Unis, c'est l'État mexicain. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la même attitude, la même politique de Washington à l'égard de Mexico? Peut-être parce que, eh bien, il y a un grand partenariat stratégique entre les deux États. Ils ferment les yeux, et aussi, surtout, c'est parce que c'est de la manipulation. Quand on n'a rien à reprocher à quelqu'un, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Maduro, aujourd'hui, s'ils n'avaient pas pu l'accuser de narcotrafic, il l'aurait accusé d'islamo-terrorisme, de je ne sais pas quoi. Enfin, ils auraient trouvé autre chose, même si c'est pas crédible du tout. Ils auraient trouvé, il faut qu'ils trouvent un mot clé qui vont circuler en boucle sur les médias. Et comme les personnes ne font pas malheureusement l'effort, sauf ceux qui nous regardent là en ce moment, l'effort de se renseigner, d'essayer de comprendre, vous n'en avez rien à battre du Venezuela. Pendant quelques instants, quelques secondes, chaque jour, là, pendant le 20h, vous entendez narcotrafiquants, narcoterrorisme, Maduro, méchant, pauvreté. Hop, ça vous suffit pour accepter la guerre. C'est comme ça que les guerres atlantistes sont menées, et cela se fait en dépit du droit international. Cela va être à l'origine de la mort, malheureusement peut-être là pour l'instant déjà plusieurs dizaines de personnes, peut-être des centaines de personnes, peut-être des milliers de personnes. Quand les guerres menées par les États-Unis depuis le 11 septembre 2001 sont à l'origine de la mort de plus de 4,5 millions de personnes. Et à plusieurs de ces guerres ont été associés des pays membres de l'OTAN. Ne l'oublions pas. Ça, c'est la réalité. Là, c'est pas de la pub. Là, c'est pas des médias. C'est pas de l'espace de cerveau disponible. Là, ce sont les faits. Ce sont les chiffres. Et ça, aujourd'hui, c'est ça ce qu'on doit diffuser. C'est ce qu'on doit partager. Parce que. Alors, oui. Je m'emballe. J'ai beaucoup de choses à dire. C'est absolument passionnant et tu as raison, Nicolas. Dernière question, peut-être qu'on peut aborder, c'est la question militaire. Trump, visiblement, souhaite une opération au Venezuela. On l'a vu en début de semaine lors d'un meeting devant les forces navales, les militaires américains de la Navy. On entend effectivement dans les coursives, que ce soit au Congrès ou ailleurs, qu'effectivement il y a une véritable préparation qui est en train de se mettre en place pour une action militaire et physique sur le sol vénézuélien. Quelle est la capacité, alors on va dire américaine, de toute façon à frapper, et quelle est, Nicolas, la capacité du Venezuela à se défendre? On a vu aussi que Maduro, là-dessus, a annoncé qu'il préparait un petit peu ses troupes, mais on a l'impression que c'est surtout de la préparation un petit peu de civils. On ne comprend pas trop là où il veut aller, en fait. Alors évidemment, l'armée américaine demeure une des armées les plus puissantes au monde. Bon, on a vu que malgré sa toute-puissance, elle n'a pas été capable de faire autant de mal qu'elle aurait voulu, indirectement à la Russie en Ukraine, avec son armement, avec ses stratèges, avec ses consultants militaires sur place. Elle demeure très très puissante. Elle a des bombardiers, d'ailleurs, elle a déjà dépêché du matériel militaire, des bateaux, des avions autour du Venezuela. Donc on voit très bien qu'il cherche à intimider le pays. Peut-être que ça fait partie de la stratégie de montrer ses muscles, de montrer sa force pour essayer de dissuader, d'essayer d'encourager Maduro à céder le pouvoir. N'oublions pas qu'il y a encore quelques semaines, Maduro a envoyé un courrier où il proposait une espèce de réconciliation avec les États-Unis, et Donald Trump a rejeté du revers de la main. Évidemment que les Américains, si ça devait être une campagne aérienne, pourraient faire beaucoup de mal au Venezuela, comme les Américains l'ont fait en ex-Yougoslavie, en Irak, en Afghanistan. Pour autant, je pense que la popularité de Nicolas Maduro est quand même extrêmement forte, et ça, quelle que soit sa prise de position sur le gouvernement à Caracas, il demeure populaire. Il y a encore beaucoup de Vénézuéliens qui préfèrent être pauvres et sous sanctions
que de vivre sous la domination des Américains. C'est un pays, un peuple aujourd'hui qui connaît l'histoire de l'Amérique latine, qui connaît l'histoire du Venezuela et qui n'a pas envie d'être un pays soumis ou qui vit, qui soit complètement dépendant des États-Unis ou du FMI ou de la Banque mondiale, qui sont des outils qui sont dominés largement par les États-Unis. Donc aujourd'hui, je pense que si c'était une campagne de bombardement, les Américains gagneraient. Mais non, je ne pense pas que Donald Trump a intérêt à faire ça. On a vu la remontée, l'exaspération, l'énervement réel de la base MAGA de Donald Trump quand il a bombardé l'Iran. Vraiment, il y a une scission, il y avait des fissures déjà dans la base MAGA sur ces sujets, qui sont devenues une fissure réelle de nombreux Américains qui ont voté pour Trump et qui ne veulent pas la guerre, qui disent on ne veut pas plus dépenser un seul centime pour des guerres à l'étranger, qui détruisent la vie de peuples qui ne sont pas nos ennemis et qui servent le complexe militaro-industriel ou les multinationales américaines et qui se font sur le dos du peuple américain, qui payent ces guerres et en contrepartie, ils n'ont rien. Ils ont plus d'impôts ou ils ont de l'inflation parce que ces guerres ont des conséquences sur le prix des hydrocarbures. Donc, je pense que ce que Trump cherche à faire tactiquement, c'est de faire peur à Maduro, c'est d'essayer de le convaincre de descendre. Officiellement, la Maison-Blanche a quand même dit que la CIA avait carte blanche pour s'occuper du Venezuela, la CIA. Donc, c'est quand même pas bon signe. C'est un effet d'annonce, je pense. Mais je pense qu'ils veulent intimider. Après, peut-être qu'il y aurait quelques bombardements de lieux où il pourrait y avoir peut-être des entrepôts de drogue, histoire de montrer que voilà, cette guerre est justifiée. Ça va être ça ce qu'on va montrer dans les médias. Mais c'est pas si facile que ça. Alors, on a vu que l'armée vénézuélienne menait des exercices. Je pense, comme je le disais, sur le combat sol-air, je ne vois pas de victoire du Venezuela, même si le Venezuela a du matériel sophistiqué russe. Mais en revanche, je pense que le peuple vénézuélien sera plus proche de Maduro que les Américains le croient. Et on a bien vu que malgré leur force, les États-Unis n'ont pas réussi à dominer ni la Corée du Nord, ni le Vietnam, ni l'Irak, ni la Libye. La Libye, n'oublions pas que l'OTAN a bombardé la Libye il y a combien de temps maintenant? Il y a quasiment 14 ans, 15 ans, et que la Libye est toujours un pays déchiré. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la prospérité. Et donc, ce que les Américains pourraient peut-être chercher à faire, qui serait assez sournois, c'est de financer une guerre civile. C'est de donner des armes, donner de l'argent à l'opposition de Maduro, avec des personnes qui sont dans l'entourage directement du prix Nobel de la paix, à Maria Corina Machado, et d'encourager donc cette guerre civile au Venezuela pour essayer de faire tomber Maduro à la fin. Et évidemment, il y aurait beaucoup d'argent, beaucoup de morts, beaucoup de désolation. Et les Américains pourraient dire, attendez, c'est pas nous, c'est les Vénézuéliens qui se battent entre eux, quoi. Alors que derrière, c'est les Américains qui vont donner les armes et qui vont donner le conseil militaire. Il y aura certainement quelques agents dépêchés de Langley ou d'autres agences aux 3 lettres américaines sur place pour mener des opérations dont le but serait de faire tomber Maduro. C'est l'histoire de l'Amérique du Sud. Vous savez, c'est pas la première fois. Je parlais des trafics de drogue dans lequel étaient impliqués les États-Unis, mais on des révolutions comme ça, on en a eu au Chili contre Allende, il y en a eu contre Arbenz, au El Salvador, San Salvador, au Guatemala, on a eu au Nicaragua, il y a eu une occupation au début du XXe siècle. Le Nicaragua a été occupé quasiment pendant 20 ans. Donc c'est l'histoire. Les États-Unis ne veulent pas laisser de souveraineté de pays souverains dans leurs frontières méridionales. Ils veulent dominer la région. Donc l'histoire d'Arbenz c'est du Guatemala est quand même quelque chose de symbolique, enfin pas plus que symbolique, ou quelque chose qui symbolise cette soumission aux États-Unis. Arbenz est élu, il est accusé d'être communiste. Alors, c'est dans les années 50, 1950. Il est accusé d'être communiste alors qu'il a fait une coalition avec un petit parti communiste. C'est un nationaliste. Il défend les intérêts des habitants du Guatemala. Il exproprie les grandes multinationales qui exploitent la terre du Guatemala pour des multinationales, enfin qui sont en fait des multinationales américaines. Et en faisant cela, il s'exproprie lui-même. Il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui qui arrivent à la tête de l'État qui s'exproprient, parce qu'il dit la règle qui s'applique au peuple s'applique à moi également, pour rendre la terre aux paysans du Guatemala. Et les Américains ordissent une révolution contre lui, dans laquelle sont impliquées des personnes de ces fameuses multinationales, en impliquant des mercenaires d'autres pays sud-américains, et le Guatemala, après, tombe dans une guerre civile terrible. Et les Américains demanderont pardon, plusieurs décennies plus tard,
pour ces guerres civiles qui ont détruit le Guatemala et le reste de l'Amérique. Enfin, le Guatemala, ils ont demandé pardon, comme l'Iran d'ailleurs, après la chute de Mossadegh. Mais donc, c'est l'histoire de l'Amérique du Sud. On la découvre un peu en France aujourd'hui à travers ce qui se passe au Venezuela, mais il y a une politique qui est radicalement anti-états-unienne en Amérique latine, pour la simple et bonne raison, en Amérique du Sud et en Amérique latine, parce qu'ils ne veulent pas être soumis à une nation étrangère. Et je pense que chaque nation a le droit de défendre sa souveraineté, de défendre sa liberté, ne doit pas être dépendant des dollars venant d'un autre pays et qui ne doivent devoir ni leur survie, ni leur jeu politique, hein, la défense de leurs enjeux politiques ne doivent pas être aux mains de puissances étrangères, qu'elles soient financières ou qu'elles soient politiques. Et c'est là le combat du Venezuela en ce moment. Écoute, c'est un sujet passionnant en tout cas et très très brûlant dans l'actualité. Je pense qu'on reviendra probablement dessus très très vite, Nicolas. Il va y avoir beaucoup d'évolutions ces prochains jours et ces prochaines semaines sur le terrain de l'Amérique centrale. C'est certain, je rappelle des petits livres qu'on raffiche à l'écran. Pourquoi ici voilà, l'Amérique Empire, bien entendu. L'Amérique Empire, juste pour info, il y a une nouvelle édition. Alors, c'est une nouvelle édition qui date du fin de l'année dernière, enfin qui est un peu moins d'un an là, mais donc du coup il y a un petit bandeau nouvelle édition sur la nouvelle édition. Juste c'est la même couverture, mais j'apporte la précision. Je t'enverrai, Alexis. Ouais. Non, je l'ai vu, je l'ai pas prise parce qu'en fait du coup ça mettait moins en valeur la vignette. D'accord. Mais bon, effectivement, j'ai bien vu qu'il y avait une nouvelle édition et le fameux Gary Webb, ce livre dont tu parlais, qui est absolument passionnant. Oui. On se retrouve dans un autre regard, numéro 8 la semaine prochaine avec Nicolas Mirkovic. Nicolas, on verra bien de quoi la semaine nous a amené comme information, ce qui aura retenu ton œil critique et acerbe parfois sur l'actualité de notre monde qui est quand même bouleversée et bouleversante peut-être actuellement. Hélas, oui, mais enfin, on garde haut les cœurs. Donc, à partir du moment où on arrive à distinguer un peu le mal du vrai, on sait quelle est la direction du bon combat. Ok, allez, très bonne semaine à toutes et à tous. On se retrouve, c'est une semaine un peu plus courte, vous l'avez vu sur Divergence Politique. On se retrouve ce dimanche avec Fabrice Orlin et avec Xavier Moreau dans Divergence Politique. À toutes et à tous, à bientôt.